Nous continuons un moment d'évoquer le Sénégal avec l'arrestation après des morts et également la découverte de quelques armes blanches. Et nous accueillons Jean-Paul Agbo, Arwelete, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samy, désolé pour le retard. Alors Horus, vous étiez dans un développement où vous vous inquiétez du fait qu'on n'ait pas les héritiers de ces grands politiques qu'on a eu, surtout à l'époque des indépendances. Justement, à l'époque des indépendances, vous avez eu des personnalités qui ont pensé la démocratie, mais qui l'ont pensé avec un réel questionnement économique, avec un réel questionnement d'effectivité de la liberté du territoire et tout. Et je voulais justement terminer dans ma chute sur un exemple. Par exemple, quand je prends l'exemple du Togo, si vous prenez l'exemple de Sylvanus Olympio, on a des gens qui se réclament de lui, mais qui semblent se réclamer de lui comme un gourou, qui focalise sur la personnalité. Mais dans son programme des 60, vous avez quelqu'un déjà qui pose la question de la monnaie. Et pour reposer la question de la monnaie, on a fait plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, où sont les héritiers de ce programme ? Où se situent ceux qui perpétuent le développement de façon critique de ce programme, l'adaptabilité de ce programme au niveau du pays, qui porte cette essence-là. Et le problème en Afrique, c'est cela. C'est-à-dire, ce qu'on a vu au Sénégal, c'est ça. C'est-à-dire, on est resté dans l'image d'un peuple qui porte un gourou, qui porte, une personne, mais qui ne porte pas forcément son idéal, parce que cet idéal-là, il ne l'aurait pas vendu. Ils ne connaissent rien de ce programme. Et quand on ne connaît rien de ce programme, difficile de le défendre et de le défendre avec des mots. D'accord. Jean-Paul, on évoquait le Sénégal, donc avec ces violences qui entourent la période de campagne. On trouvait que c'est assez surprenant pour le Sénégal qu'on connaît et qui est généralement présenté comme un modèle de démocratie. Surprenant, pas vraiment. Parce que c'est pas la première fois que les élections au Sénégal, y compris présidentielles, sont l'occasion de violences. Vous l'aurez d'ailleurs remarqué, même pour les pays présentés comme des pays où il y a déjà eu alternance, qui sont présentés comme ayant une culture démocratique plus avancée que la plupart des autres pays africains. Les élections ont toujours été des périodes de violence, que ce soit au Kenya, au Nigeria, il y a déjà des morts au Nigeria, même au Ghana, c'est régulièrement tendu. Un peu partout, c'est tendu, surtout les élections présidentielles, parce que justement, ce n'est pas l'occasion d'échange d'idées, ou comme le dit Horus, des occasions d'échange de programmes, de vision, y compris programmatique. C'est plutôt, on se focalise pour l'essentiel sur les enjeux de pouvoir. C'est l'occasion pour qu'un camp prenne le pouvoir, en guillemets, pour parler trivialement, s'enrichissent, se remplissent les poches, qu'on positionne ces hommes à soi, et puis pour 5-10 ans. Et puis après, il y a d'autres qui viennent, d'autres clans, d'autres réseaux qui viennent et se partagent le pouvoir. C'est donc, l'enjeu n'est pas tellement celui de la transformation du pays, de la société, mais c'est essentiellement un enjeu de pouvoir. C'est ça qui cristallise donc les tensions et un peu partout. Donc moi, je suis pas réellement surpris par ce qui se passe au Sénégal. Simplement, la différence de beaucoup d'autres pays, le Sénégal, le Ghana et puis plusieurs autres, ont des ressorts qui leur permettent, lorsque ces tensions arrivent, de s'en sortir. Parce que quand vous lisez aujourd'hui la presse sénégalaise, elle est unanime pour appeler à ce que tout ça s'arrête et que le calme revienne. Vous ne verrez pas un seul journal, un seul journaliste plus ou moins encourager la violence. Et ce qui se passe souvent au Sénégal aussi, c'est que à la fin du processus, une fois que les résultats auraient été proclamés et que, pour eux, c'est contesté, au bout de 1 ou 2 jours, tout rentre dans l'ordre. Au Ghana aussi, parce qu'ils utilisent des ressorts qui leur permettent de s'en sortir. Dans d'autres, ces ressorts sont peut-être cassés ou inexistants, ce qui favorise des périodes post-électorales un peu plus compliquées. Donc, lorsqu'on aura dépassé la question, en tout cas, lorsqu'on aura dépassé
le fait d'appréhender l'élection présidentielle comme l'occasion pour un camp de s'approprier, si vous voulez, les ressources du pays pendant 5-10 ans, lorsqu'on aura dépassé ce cadre-là, peut-être qu'on connaîtra moins de violence lors de ces élections. Francisco, est-ce que la jauge démocratique ne devrait pas aussi se faire en tenant compte des processus d'élection pacifiques? Oui, en réalité, c'est ça. On ne devait pas aller, disons, aux élections pour revenir, ou bien pour dire qu'on va aux élections, on ne sait pas celui qui va survivre. Ce n'est pas normal. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, dans nos pays. Quand les élections approchent, c'est des moments où les gens peuvent encore développer leur commerce, leur business. C'est des moments où, bien sûr, on va confronter les idées et voir, regarder aujourd'hui, par exemple, Macky Sall, qui refuse le débat. Peut-être que demain, Talon aussi va refuser. Or, quand vous voyez le passé, par exemple, Talon, je peux dire que c'est ce débat qu'il a amené au pouvoir. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, vous voyez, donc, en fait, c'est ce qui arrive, sur qui nous comptons, qu'ils sont venus par la démocratie, ils sont démocrates, c'est eux qui deviennent peut-être pires. Comme le cas même comment vous l'appelez, de la Guinée, de côté, qui est en train de faire aussi son échauffement pour le troisième mandat. Mais c'est ça. Et quand il parlait des leaders charismatiques, c'est-à-dire que des gens qu'on ne retrouve pas parmi les idéaux. Mais quand le capitaine, je crois, Mouda Dadis Camara, qui est sorti en Guinée, mais les gens avaient cru que c'était dans la trempe des sécurés. Il n'y avait peut-être pas mis la manière. Pas la manière, c'est qu'il regardait, peut-être qu'il admirait le monsieur, mais sans savoir vraiment ce qu'il avait comme vision. Sinon, quand il était venu, on a senti, mais seulement il a pris le côté exhibitionniste de la chose, mais ça lui a été fatal. Mais quand il était venu, les Guinéens, et beaucoup de monde dans notre pays, quand des choses se passaient en direct, les gens aimaient, mais après tout le monde s'est senti compte que vraiment c'est un pagailleur ce monsieur. Donc voilà. Et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dont tu touches du doigt. Mettons que c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que le simple fait d'avoir des élections, même en ayant une alternance, suffit à dire qu'un pays est réellement démocratique? C'est-à-dire, est-ce que le simple fait est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus profond, même en termes d'économie, en termes de sécurisation aux frontières, en termes d'appropriation, même de tout ce qui est régalien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vicieux à ne cantonner les pays africains que dans grosso modo, oui, si vous arrivez à faire des élections, il y a alternance, bon, c'est bien fait. Non, mais il reste encore la possession de nos mines, la possession de nos Par exemple, foncières. vous faites bien de l'évoquer, quand on prend le cas de la RDC, tout le monde dit, bon, in fine, ça a été pacifique et donc, on salue. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie? Mais moi, je me dis, pourquoi les gens ne s'imprègnent pas? Je vois Alpha Oman Konaré. Comment il est arrivé au pouvoir? Il a fait 2 mandats. Et puis il est parti. Il est parti simple. Et puis il est retourné à l'université, même enseigner. Donc, vraiment, ce monsieur, qui devait être même président de... Non, mais même lui, on l'a inversé. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, quand il a essayé de réformer, même au niveau de l'UA, tout ça, mais ça a été un gros problème, parce qu'il voulait se projeter. Et encore, ce n'est pas un des plus radicaux. C'est quelqu'un d'assez, on peut juger d'assez flexible. Même cela, ce n'est pas possible. Donc, voilà, l'Afrique a fait des ratés. Depuis cette période, on serait loin de compter les morts. Second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a une fois pas écarté de se présenter à un 3e mandat en 2020. C'est lors d'une interview qu'il a accordée à RFI le lundi. C'est très clair, je peux me représenter si je le souhaite. C'est une nouvelle constitution depuis 2016. Tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment. Je donnerai ma réponse en 2020. Je peux prendre une décision jusqu'au 28 juillet 2020, a-t-il souligné, avançant un bilan inattaqué.
inattaquable avec un fort taux de croissance et de faibles taux d'inflation, d'endettement public et de déficit budgétaire. Et Jean-Paul, quand Alassane Ouattara, qui est venu, c'est vrai que tout le monde connaît les conditions, qui va arriver au bout de son second mandat en 2020, se dit qu'il peut se représenter, il dit j'ai un très bon bilan, en fait, il a échoué. En tout cas, c'est un président bourré de certitudes et qui visiblement ne reçoit pas beaucoup de critiques, qui pense que avec lui en 10 ans, la Côte d'Ivoire s'est réconciliée avec elle-même et a fait des progrès économiques, sociaux, etc. Peut-être que ou certainement même la Côte d'Ivoire fait des progrès économiques lorsqu'on se fie aux chiffres macroéconomiques, oui. Je crois qu'ils sont régulièrement autour de 10% de croissance, etc. Mais lorsque vous discutez avec les Ivoiriens, ils vous diront que l'Ivoirien moyen ne ressent pas tout ça dans son quotidien. Et puis surtout, et ça on peut, sans être Ivoirien, le constater, il a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Lorsqu'il se représente en 2020, moi, je ne vais pas entrer dans une lecture de la Constitution ivoirienne ou sur la question de l'effet immédiat, effet rétroactif et tout. Moi, je retiens simplement qu'il y a quelques mois ou quelques années, lui-même avait publiquement dit, y compris sur des médias internationaux, qu'il ne se représenterait plus, qu'il allait laisser la place aux jeunes. Je ne sais pas depuis ce qui s'est passé, ou je sais très bien depuis ce qui s'est passé, pour qu'aujourd'hui, il pense qu'il est important qu'il se représente. S'il se représente, pour moi, ce serait effectivement un échec. Un échec, ça veut dire qu'après 10 ans, il n'a pas su créer les conditions d'une succession, y compris venant de son propre camp. Et c'est quelqu'un qui le connaît très bien, qui a tweeté aujourd'hui en disant que l'homme qu'il a été dans l'opposition a beaucoup changé, qu'aujourd'hui c'est complètement notre homme. Et c'est celui qui l'a porté presque jusqu'à la magistrature suprême et qui vient de démissionner de la tête de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Donc je ne sais pas si finalement, quand il quittera le pouvoir, il aura laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des Ivoiriens. Mais en tout cas, il n'en prend pas le chemin. Et si demain il se présentait en 2020, je crains que les difficultés en Côte d'Ivoire vont aller en s'aggravant. C'est vrai quand il dit, par exemple, que son bilan est inattaquable. Ça, tout le monde le dit, même Macky Sall le dit au Sénégal, mon bilan est inattaquable. Mais ce qu'il oublie, par exemple, de dire, c'est que si vous avez un bilan inattaquable, le mieux, c'est de partir et de laisser quelqu'un de continuer. Alors, déjà, le fait qu'il ne veuille pas partir, c'est... Moi, je ne sais pas si je dois appeler la querelle des anciens, en fait. C'est la querelle des anciens. Et malheureusement, je pense que si la Côte d'Ivoire n'en sort pas, elle va brûler, cette Côte d'Ivoire. Maintenant, des présidents comme M. Ouattara ou M. Macky Sall et tout, moi, mon problème, c'est que ce sont des gens... Alors, on ment au peuple africain. On leur ment. Vous avez 54 États. Sur les 54 États, bon, déjà, même si on inclut le Maghreb, c'est approximatif. Et vous avez un seul État, l'Afrique du Sud, qui est parmi les BRICS. Le reste de ces États-là, ce sont des pays pauvres. À l'époque, on disait pays sous-développés. Maintenant, on a trituré un peu, on dit pays en voie de développement parce que c'est pas notre langue et justement, il y a de la subtilité dans la langue. Tous ces pays sont des pays pauvres. On va dire aux gens, oui, la Côte d'Ivoire, première de la sous-région, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Et je vois des gens qui disent, ouais, non, le truc le plus doux au monde, c'est de la comédie. C'est un pays pauvre. On va montrer Bamako, on va montrer... Allez dans les campagnes maliennes, allez dans les campagnes burkinabées, allons dans les campagnes togolaises, allons au Bénin. C'est pas parce qu'à un moment on met un 4e pont, on met 2 bâtiments, tout ça, que ce sont des pays
pauvre. Malheureusement, Vous prenez, c'est ça, les réalisations ostentatoires, par exemple, quand vous allez au Sénégal, on va vous montrer les ponts. Non, mais à l'époque, on parlait, je sais pas si... Ceci, on va vous montrer... Non, mais à l'époque, on appelait ça des éléphants blancs. Une fois, a fait la cathédrale de Yamoussoukro. À quoi ça sert? Ce sont des pays, nous sommes des pays pauvres. Vous prenez, j'invite aux gens, ils n'ont qu'à faire cette expérience. Vous allez sur le net, vous cherchez Ramallah, capitale de la Palestine. Allez chercher la capitale de la Palestine, les photos de Ramallah. La Palestine, elle est bombardée matin, midi, soir. Il y a les Israéliens qui leur tombent dessus. Je ne suis pas sûr que Abidjan est plus urbanisé que Ramallah. C'est ça la vérité. On met des chiffres. On dit non, oui, premier cacao, premier café, premier, les gens ils sont contents. Oui, on met 2 boîtes de nuit, C'est des pays pauvres. Le Macky Sall a inauguré la fois dernière le nouveau train, le TER, tout ça. Tout le monde était content. Oui, c'est un TER. Je me souviens d'une phrase de Deng Xiaoping. Il fait le conseil des sages. Il y avait la veuve de Mao. Et je pense que le jour-là, ils ont inauguré, je sais pas, c'est le premier bateau, le premier avion, et tout, ils ont commencé à applaudir. Tout ça. Il dit, mais qui comprend pas pourquoi ils applaudissent? Les autres, ils font 100, 200 par jour, ce qu'on a fait là. Mais pourquoi vous applaudissez? Nous sommes en retard. On a fait le terre. Le terre aurait été, à mon sens, utile si on me dit qu'on a fait une voie Dakar-Bamako. Parce que je sais que si on fait la voie Dakar-Bamako, celui qui est à Lomé et qui a envie de se rendre à Dakar, il prend son bus d'ici, Bamako, il prend le train. En un jour, 2 jours, il est à Dakar, il fait son business, il revient. Ce qui se fait d'ailleurs quand les Togolais quittent ici pour aller en 3 heures à Cotonou, en 3 heures à Accra. Il y a des gens qui travaillent, qui vont travailler au Bénin. Voilà quelque chose qui est intéressant. On a fait le ok, c'est bon pour Abidjan. Mais moi, j'aurais voulu que quand M. Ouattara me présente son bilan, c'est savoir s'il a désenclavé l'intérieur du pays. C'est savoir si réellement il a amorcé la réconciliation. C'est savoir si il y a à Abidjan un hôpital sous-régional de standard international qui permettent aux gens de la sous-région de se faire soigner. C'est de savoir que les étudiants, quand ils se lèvent pour manifester, ils se font pas taper dessus. Chose qu'il avait déjà faite à l'époque où il était ministre de Fouet-Boigny. Il était le premier ministre et c'est lui qui a amorcé la répression. D'accord. Quand même, Francisco, quand il dit, parce qu'il dit, je donnerai ma réponse en 2020, je peux prendre une décision jusqu'au 28 juillet, mais dans la même phrase, il dit, tous les avis juridiques que j'ai consultés me confirment. Bon, comment il confirme? Il se fait confirmer en prenant des avis sur la question pour voir est-ce que je peux me représenter, et il essaie de mettre un suspense pour dire attendez jusqu'au 28 juillet 2020 pour avoir ma réponse. On a déjà la réponse. Non, mais c'est lui qui a modifié la Constitution avec ses Boy Scouts. Donc, il sait ce qu'il y a là-dedans qui va lui permettre de se présenter encore et que sa Cour constitutionnelle va valider. Jean-Paul l'a dit, on ne va pas rentrer dans leur juridisme de constitution, mais ce qu'il y a, c'est que peut-être il faut qu'on arrive un jour à inventer une puce électronique qu'on mette dans la tête de toutes ces personnes-là qui arrivent au pouvoir. Pour au moins 1 ou 2 mandats, quand ils veulent forcer, il faut que ça pète. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Il fait un mandat, il fait un second. Et il a fait des discours, de beaux discours. De beaux discours, même jusqu'à dire la jeunesse. Et je crois qu'on avait même fait déjà un débat ici. Je disais, il faut pas regarder comme toute vérité l'affrontement entre Ouattara et Soro, parce que lorsque Soro était venu lors du Jeu olympique, quand il était venu au terrain, l'ovation était vraiment monstre. C'était en ce moment même que les deux. Donc il y avait moyen de juger, de voir est-ce que la jeunesse dont il parlait, est-ce que c'est Soro Guillaume. Moi, je continue de croire que ce sera peut-être Soro Guillaume, parce que Ouattara dit qu'il se maintient au pouvoir avec un bilan hautement positif, inattaquable. Est-ce que ça existe dans le monde? Je ne sais pas. Je sais pas. Après, quand il va revenir pour son 3e mandat, est-ce qu'il revient pour remettre ce bilan à plat? Parce que là, il va avoir avant qu'il ne passe l'étape de ces élections, il va avoir beaucoup de grabuge, ça c'est sûr, avec les anciens présidents, même si
ils sont arrivés à obtenir Gbagbo un peu muet, mais ça va être compliqué pour Ouattara. Et dire qu'il va régner, c'est-à-dire que son 3e mandat est fini, il risque de remettre la Côte d'Ivoire dans la vague de violence qu'on avait connue. Et ça n'arrangerait pas cette France-là qui a fait beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire et que tout le monde dit la Côte d'Ivoire est émergent, un chiffre de... Je vois pas les... Bon, moi, ça me tue. Non, là, quand vous parlez... Tu vois les Libanais, je vais prendre... Parce que pour que les gens fassent l'expérience, maintenant il y a Internet. Liban, pays en crise, bombardé, guerre civile, une portion du territoire occupé. Allez chercher les images de Beyrouth. Ouais. Ils ont une communauté, une diaspora pas possible. Allez chercher les images de Beyrouth et mettez les photos de nos pays respectifs. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc il faut, les gens sont dans des films. On n'a pas d'école. On n'a pas d'hôpitaux. Ouais. On n'a même pas des écoles qui puissent former qu'on appelle des ingénieurs et des techniciens valables au point qu'on puisse leur confier quelque chose. On essaie encore d'avoir encore des frères qui soient formés à l'extérieur. Et ceux qui sont ici, qui sont formés ici, on les sous-estime, on les sous-paie. Non, puis ceux qui sont formés ici, pour pouvoir percer, faire une publication, faire des recherches scientifiques, si ce n'est pas l'Europe qui finance, et nos universités n'ont pas de subventions pour financer les études, les recherches. On n'a pas des universités qui sont dans les meilleures du monde. Oui. Et pourtant, on a des têtes. Ouais. Mais et sur un autre plan, Jean-Paul, est-ce que c'est Alassane Ouattara, celui qu'on a connu dans l'opposition et qu'on a tenté d'écarter avec les et les ou, c'est à lui aujourd'hui de remettre en cause ce semblant d'alternance qu'on a commencé par avoir à la tête de la Côte d'Ivoire? Oh, je crois que Francisco disait quelque chose tout à l'heure sur les opposants qui, une fois arrivés au pouvoir, se montrent plus antidémocrates que ceux qu'ils prétendaient combattre. Je ne pense pas que Alassane Ouattara a été, peut-être que je me trompe, a été véritablement un vrai démocrate. Quand on voit tout son parcours, quand il a été Premier ministre d'Ofoué, c'est lui qui réprimait les manifestations des étudiants, qui a emprisonné Laurent Gbagbo, sa femme, etc. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de l'ivoirité, etc. Mais toute la crise que la Côte d'Ivoire a connue, il en a été l'un des principaux acteurs. Donc après, il est arrivé au pouvoir. Fondamentalement, quand tu regardes les libertés publiques, je ne pense pas que ces 10 ans ont fait la promotion, favorisé. Il y a un rapport d'Amnesty International qui a été publié qui montre qu'il y a un véritable recul de la liberté d'expression. Un rapport beaucoup plus sévère a été publié par par des experts de l'Union européenne qui l'a critiqué la fois dernière. Donc, peut-être qu'il y a eu des progrès économiques, ou sans doute qu'il y a eu des progrès économiques en matière de liberté publique, ça a été plutôt un recul. Donc, moi, je ne le considère pas comme l'incarnation de la démocratie à la tête de ce pays. Et donc, qu'il ait envie de se représenter de ce point de vue n'a rien de surprenant. Maintenant, pour donner quoi encore aux Ivoiriens, il ne faut pas oublier aussi c'est quelqu'un de malade à son âge. Il souffre de beaucoup de maux. Il va se faire soigner régulièrement en France, etc. Donc, je ne sais pas si il est encore en capacité de diriger ce pays-là, qui, encore une fois, n'est pas tout à fait réconcilié avec lui-même, s'il a en mesure de diriger encore ce pays-là 5-10 ans, d'autant plus que dans son propre camp, il y a beaucoup de contestations. Donc, je pense que le mieux, peut-être, encore une fois, c'est d'organiser tranquillement sa succession et de passer la main. Ou bien il veut faire comme les apprentis couturiers d'ailleurs, quand on fait le temps requis, il faut faire les remerciements. Moi, j'ai beaucoup plus pensé au cas de Déby qui, à un moment, dans une situation assez particulière, confie qu'en réalité on lui a intimé l'ordre de se représenter. Donc bon, je me pose quand même la question, mais bon, on sait jamais. C'est ce que je disais en tout temps, que
Non, il se peut que, en fait, il y a des intérêts que les gens veulent défendre. Oui, tout à fait. Donc, ils ont choisi ceux qui peuvent défendre ces intérêts. Parce que le débat sur le franc CFA aujourd'hui, même si Déby fait semblant de montrer qu'il est anti-CFA, et ce débat des francs CFA et par rapport au changement qu'il peut avoir à la tête de nos pays, c'est-à-dire que dans les 3-5 ans, ça va beaucoup bouleverser parce que si ça change, donc la France a besoin forcément de maintenir ses pions. Voilà, donc pour cette démocratie, l'alternance, je crois que les Africains doivent vraiment retrousser les manches pour pouvoir l'affronter. Est-ce que de l'autre côté, rapidement, aux Russes, la sortie de Gbagbo et également l'attitude de Soro n'a pas un peu joué sur la décision de Ouattara? Oui, bon, moi je pense que c'est sûr et certain. Je pense que le problème avec M. Ouattara, c'est qu'il a fait, je pense, l'erreur assez naïve de penser que la réconciliation s'achète. Je pense qu'il a eu, il a des obédiences qui ont accepté de lui donner, les prêts qu'il fallait, les prêts conséquents. Il a investi, il a fait le pont, il a fait, le pont Bédier. On sent le geste de la réconciliation. Il a investi. Et je pense que dans sa naïveté, il a réellement pensé que il pourrait recréer, on va dire, le parti, on va dire, enfant d'Oufoué, c'est-à-dire toute la descendance héritière d'Oufoué, qui pourrait, étant soit peu, évincer Bédier, puisque déjà le cas Gbagbo semblait réglé, se retirer de côté et peut-être se mettre derrière, pousser une nouvelle jeunesse qu'on appelle politique ivoirienne qui reprendrait un temps soit peu le flambeau. C'est la raison pour laquelle je dis, en Afrique, on a évincé un certain nombre de personnes qui étaient trop compromettantes. Le message de Gbagbo, on efface, on met à CPI, on prend, comment on appelle, c'est ce qui est étonnant, c'est ça, c'est-à-dire ceux qui s'opposent, en réalité, sont les fils politiques du même personne. Donc, à un moment, je pense qu'il a eu cette naïveté de le croire. Et maintenant, il se retrouve avec Bédier qui dit qu'il peut se présenter. Alors, étonnamment, on s'aperçoit qu'on peut faire sortir Laurent Gbagbo parce que quelque part, il passe dans la balance. D'accord. Et Ouattara qui nous apprend qu'il peut se représenter. On revient à Falchion. Are you an advertiser?